Donc qu'est-ce que le rahoui? Alors c'est assez difficile de proposer une définition parce que tout simplement il y a énormément de rahoui différents suivant les îles où il était pratiqué. C'est un concept qui a été pratiqué dans tout le triangle de Polynésie et qui a malheureusement disparu dans la presque majorité des îles de Polynésie française. Mais si on pouvait donner une définition à ce concept, ce serait de dire que le rahoui est une certaine forme de restriction ou de limitation de l'usage d'une ressource naturelle. Donc tout type de ressource naturelle, aussi bien une part de lagon qu'une cocoterie ou qu'une espèce de taro ou qu'une espèce de poisson. Et une restriction, pourquoi? Pour que cette ressource naturelle puisse devenir mature, puisse se régénérer, puisse se renouveler, et cela pour le bénéfice de toute la communauté de l'île. Donc il y a vraiment une composante communautaire au rahoui, et j'ai vu ça à Rapa, où je me suis rendu pour essayer justement de comprendre ce qu'était le rahoui de Rapa. Et la composante communautaire est extrêmement importante. On peut imaginer que dans des systèmes insulaires où les importations étaient extrêmement compliquées, où les migrations étaient difficiles, on ne pouvait compter que sur ses propres ressources, sur les propres ressources de son île pour que la population puisse subsister. Donc la gestion durable de ces ressources était finalement une nécessité absolue pour les populations. Et c'est probablement dans ce contexte qu'est née l'idée du rahoui, c'est-à-dire l'exploitation durable des ressources. Donc je disais que le rahoui a malheureusement disparu dans beaucoup d'îles de Polynésie française. Heureusement, il subsiste encore dans certaines îles. J'ai parlé de Rapa, au sud de l'archipel des Australes, mais également à Mai'o, à côté de Moorea, également dans certaines îles des Tuamotu, comme à Fakarava. J'ai rencontré ce matin un jeune qui vient des Tuamotu et qui est probablement bien plus expert que moi en rahoui, parce qu'il a vécu ce rahoui depuis son plus jeune âge. Et il y a également aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un véritable renouveau du rahoui en Polynésie française, avec plusieurs initiatives distinctes de rahoui qui sont réapparues dans certains sites, comme notamment à Chopo, à la presqu'île de Tahiti, comme à Wahine, comme à Tevaiuta, où des populations, face à l'érosion de leurs ressources, ont décidé de mettre en place des zones de protection et ont décidé de prendre les choses en main pour protéger leurs ressources et protéger leurs lagons. Dans les années 80, Rapa était une île, et toujours une île très isolée, a vu ses ressources décliner. Pourquoi? Car des nouvelles techniques de pêche sont arrivées, la pêche au fusil, la pêche de nuit, les congélateurs sont arrivés sur l'île, et les gens ont commencé à pêcher pour stocker, à pêcher pour exporter, si bien que la population de poissons dans la baie a commencé à baisser, et c'est l'ancien maire de Rapa, Lionel Watanabe, qui nous le dit, et les anciens nous disaient qu'il y avait tout simplement plus de poissons dans la baie, il fallait faire quelque chose, il fallait prendre des mesures. Et les anciens ont alors décidé de remettre en place un rahoui sur le modèle traditionnel pour protéger toute la baie de Rapa et tout le côté est de l'île, et cette zone de protection a permis de régénérer la population de poissons. Donc, bien entendu, au départ, c'était extrêmement compliqué. Lionel Watanabe nous disait, les gens râlaient, personne ne comprenait pourquoi on doit protéger cette ressource, pourquoi on ne peut plus pêcher dans cette zone. Mais finalement, après quelques années, ils ont compris que le rahoui était extrêmement important pour leur île, ils ont compris les bénéfices du rahoui, et finalement, le rahoui de Rapa est devenu quelque part la fierté de l'île. Et à Rapa, le rahoui est aussi, fait également partie intégrante de la culture de l'île avec l'ouverture du rahoui. Donc une fois par an, voilà, c'est ça que je voulais. Une fois par an, la population de Rapa, les hommes de Rapa vont pêcher dans la zone protégée et l'ensemble des poissons va être redistribué à l'ensemble de la communauté. Et cette fête du rahoui est extrêmement importante, est une composante importante de la culture de Rapa. Donc je disais, il y a d'autres cas de rahoui, Chopo, Fakarava, voilà. Voilà, Rapa a réussi à résoudre son problème de surpêche à l'échelle de Rapa. Malheureusement, maintenant, c'est à l'échelle de la planète entière que l'on observe ce qui s'est passé à Rapa dans les années 80. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que l'ensemble des stocks halieutiques, c'est-à-dire des réservoirs de poissons de la planète, sont actuellement menacés et sont actuellement en situation de surpêche. Donc sur ce graphique, on voit la pêche telle qu'elle était pratiquée dans le monde en 1950. Et dans le graphique suivant,
on peut voir la pêche telle qu'elle est pratiquée de nos jours. Et les zones en rouge sont les zones de surexploitation. Donc la FAO nous dit que 90% des stocks de la planète sont pleinement exploités, surexploités ou voire épuisés. Donc c'est une situation qui est extrêmement alarmante. C'est un problème qui est aussi un peu tabou puisque quelque part on est tous un peu responsables, on mange tous du poisson, moi le premier. Donc c'est plus facile de s'attaquer aux déchets ou d'essayer de protéger les pandas ou les petites fleurs que de protéger le thon parce qu'on a envie de continuer à manger du thon et c'est bien normal. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, que justement que tout le monde puisse continuer à manger du thon sur le long terme. L'impact de cette surpêche sur les stocks est extrêmement grave. Ici, on a montré les 4 espèces de thon principales du Pacifique. Le thon germon, le thon blanc, a connu une réduction depuis 1950 de 60% de sa population. Le thon jaune, qu'on appelle ici le thon rouge, a connu une diminution de 62% de sa population. Le thon obèse, qui est le beau thon rouge, celui qui est vendu en sushi au Japon, a connu une réduction de 84% de sa population naturelle. Et enfin, le thon rouge du Pacifique, Thunus orientalis, qui était à l'époque pêché occasionnellement en Polynésie française, a tout simplement presque disparu, avec une diminution de 96% de son stock. Donc là, on est arrivé à des points de non-retour pour ces espèces, où malheureusement, on pense bien que l'espèce ne pourra jamais retrouver une population normale. Désolé. Donc c'est compliqué. Comment on peut faire pour résoudre ce problème? C'est extrêmement compliqué. L'idéal, bien entendu, serait que tous les pays du Pacifique se mettent dans une pièce et discutent et disent on essaye de mettre en place un quota et on se distribue les ressources et chacun peut en profiter. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Les pays discutent, les politiques arrivent avec des beaux discours, les scientifiques avec des belles courbes. Et la seule décision qu'on prend, c'est qu'on va continuer à discuter l'année suivante parce que les lobbies industriels sont extrêmement puissants, parce que la situation est compliquée également pour les pêcheurs qui sont des entrepreneurs qui veulent développer des emplois. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. C'est une théorie économique qui dit que toute ressource naturelle qui est partagée entre plusieurs usagers et qui est libre d'accès, malheureusement, finit par disparaître si elle n'est pas réglementée. Bien, en effet, les poissons du Pacifique se répartissent sur tout l'océan Pacifique, ils appartiennent à tout le monde, donc pourquoi un pays se dirait « pourquoi je serais le seul à me restreindre moi, alors que les autres pays vont continuer, eux, à piller les ressources qui nous sont communes ?» Donc finalement, chacun dans son coin est un peu dans cette optique, et on arrive tout simplement à la disparition de certaines espèces, comme le thon rouge du Pacifique, 96% de réduction de la population. Donc une des méthodes pour arriver à résoudre ce problème, c'est justement de revenir tout simplement au bon sens du rahui polynésien en créant des zones de restriction, des zones de limitation, qu'on peut appeler aussi des aires marines protégées ou des réserves marines, qui vont permettre dans certains endroits aux poissons de se reproduire, de croître, de se régénérer, et qui vont finalement ensemencer l'ensemble du Pacifique pour que l'on puisse continuer à pêcher ces poissons à l'extérieur des zones protégées. Donc, ces aires marines protégées, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde entier, les pays commencent à prendre justement la mesure du problème et commencent à créer ces zones de protection. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a environ 20 aires marines protégées ou réserves marines de plus de 100 000 km². Donc là, on parle de protection du large, donc ce sont vraiment des vastes zones océaniques qui sont protégées. Donc une vingtaine d'aires marines protégées de plus de 100 000 km² qui ont été créées à l'échelle de la planète. L'an dernier, seulement en une année, avec la création d'une réserve marine à Rapa Nui, à Pitcairn, à Palau, en Nouvelle-Zélande, ce sont plus de 5 millions de km² qui ont été créés, qui ont été protégés chez nos voisins du Pacifique. Donc, de manière un peu plus positive, on peut se dire qu'on arrive à voir émerger finalement un réseau de réserves marines qui vont permettre, on l'espère, aux espèces du large de se régénérer. Alors, la Polynésie française n'est pas en reste. Le gouvernement de Polynésie française a annoncé 2 aires marines protégées de grande taille, l'une aux Marquises de 700 000 km² et l'autre dans l'archipel des Australes de 1 million de km². Et l'association pour laquelle je travaille essaye justement d'aider la population des Australes à faciliter cette initiative.
Donc aux Australes, tout a commencé lorsque les mairies des 5 îles de l'archipel ont décidé de créer justement une réserve marine au large de leurs côtes, au-delà des zones de pêche traditionnelles, en signant officiellement une délibération des conseils municipaux qui appelle à la création de cette réserve. Donc, aux Australes actuellement, la situation de la pêche n'est pas si grave. Là, on voit sur cette carte la pêche hauturière telle qu'elle est pratiquée en Polynésie française aujourd'hui. C'est principalement de la pêche fraîche autour de Tahiti. Et finalement, les zones du pourtour de la ZEE polynésienne sont déjà quelque part des zones de réserve de facto, tout simplement parce que les pêcheurs hauturiers n'y vont pas actuellement. Et aux Australes, la pêche représente seulement 1,7% de l'effort de pêche polynésien. Donc finalement, c'est actuellement une situation qui est encore protégée. Et justement, la vision des Australes, c'est de se dire, faisons en sorte de maintenir cet état de protection sur le long terme avant que la pêche s'intensifie. Car on peut savoir que on a vu la tendance mondiale, tout stock halieutique encore sain intéresse les investisseurs, intéresse les bateaux, et bien entendu le risque est présent pour que des bateaux arrivent finalement à pêcher les poissons des Australes, et l'impact pour les populations des îles serait probablement très négatif, et ça pourrait menacer la sécurité alimentaire de ces îles. Et les gens des Australes le voient déjà, ils souffrent de la pêche, de la surpêche internationale en voyant une diminution des espèces de thon au large, et ils se disent si en plus on venait intensifier la pêche dans nos eaux, la situation serait catastrophique pour notre population. C'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre cet engagement courageux et d'essayer de proposer cette aire marine protégée. Donc, suite aux délibérations des maires, il y a eu énormément de consultations qui ont eu lieu de la population à travers des ateliers participatifs, des réunions, des cartographies participatives dans chaque district de chaque île des Australes. Et le projet qui a émergé de tout ça, c'est justement la proposition de créer, ce qui a été proposé, c'est de créer un Rahui Nui, c'est-à-dire un grand Rahui pour l'archipel des Australes. La logique est que les gens des Australes ont réussi à résoudre les problèmes côtiers avec un Rahui, notamment à Rapa, et ils se disent maintenant c'est au large qu'on a un problème, donc on va tout simplement utiliser la même méthode en étendant notre Rahui vers le large et en proposant de créer le grand Rahui des Australes, Rahui Nui no Tuape. Donc le zonage qui est proposé par la population, c'est d'avoir 5 zones de pêche côtières autour de chaque île, là où la population va pêcher avec des potimarara, comme on a vu ce matin, les petites embarcations polynésiennes. Il n'y a pas de thonier basé aux Australes, donc les gens ne vont pas plus loin que 20 000 marins des côtes, et le reste des eaux de l'archipel serait une vaste réserve, une zone de protection pour justement assurer la régénération des stocks. Donc cette vaste zone de 1 million de kilomètres carrés pourrait devenir la plus grande réserve marine du monde. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux, extrêmement courageux qui est présenté par la population des Australes et qui pourrait contribuer à régénérer les ressources aussi bien pour l'archipel des Australes que pour la Polynésie dans son ensemble et même pour le bassin pacifique dans son ensemble. Au-delà de la protection, les Australes recherchent aussi la possibilité de créer un label de qualité environnementale. On sait que de nos jours, le monde est intéressé par la protection des ressources. Les touristes sont intéressés par des ressources, des écosystèmes bien préservés, par l'authenticité culturelle. Donc finalement, un label de réserve marine comme un label de l'UNESCO peut entraîner une notoriété accrue d'un archipel et peut développer un écotourisme, pas du tourisme de masse, mais un tourisme qui respecte l'authenticité des populations et des îles australes et qui respecte surtout l'environnement de ces îles. Donc bien entendu, ce projet est encore en discussion. La route est longue pour essayer d'arriver à la création d'une aire marine protégée. Il faut réunir tout le monde autour de la table, les pêcheurs, les pouvoirs publics, les populations des îles, les associations, les scientifiques, le secteur privé, et essayer de prendre les bonnes décisions pour, on l'espère, un jour protéger les ressources halieutiques des îles australes. Donc avant de conclure, j'aimerais rendre hommage à la population des Australes, il y en a qui sont dans la salle, aux gens de Rapa, aux gens
de Chopo, de Wahine, aux acteurs de ce renouveau du Rahoui, mais également aux autres hommes et femmes qui luttent pour d'autres mécanismes de protection, comme le PGEM de Moréa, comme les ZPR à Punaouia. Toutes ces mesures sont bien souvent des combats difficiles à mener, avec parfois beaucoup d'opposition, mais c'est aussi des combats qui sont nécessaires. On a vu les courbes, il y a un problème radical, il y a un problème d'envergure devant nous, donc on a besoin de mesures assez radicales pour pouvoir résoudre ce problème. Et il est aussi vraiment beau de voir qu'un secret du passé, une coutume traditionnelle polynésienne, peut renaître et peut être réapprise pour pouvoir, on l'espère, protéger, comme les Polynésiens l'ont fait depuis des générations dans le passé, protéger les ressources dans le futur avec le Rahoui. Donc longue vie au Rahoui de Rapa, longue vie à tous les Rahoui de Polynésie française et longue vie au Rahoui Nui no Tuape. Merci beaucoup.